Voyage en récit. Vincent Puimoyen. Et Geoffroy Scrive. Vincent Puimoyen, vous êtes brestois, vous êtes auteur. Nous allons parler de l'un de vos livres intitulé Constant sous le vertige, publié très récemment aux éditions Ovadia. Vous avez pu faire une séance de dédicace il y a peu ici, dans cette ville du Ponant, à la librairie Dialogue. Vous êtes né à La Rochelle, vous enseignez, vous êtes enseignant donc ici à Brest, ville d'adoption. Il est écrit d'ailleurs à la couverture de ce livre, l'écriture pour vous résulte d'un choix irrévocable, celui du littoral, à la jointure des résistances granitiques de l'esprit et des fluidités inattendues du corps. Vous privilégiez les moments où se dessert l'étau du réel. Il y a quelques noms qui suivent. On en donnera beaucoup peut-être au cours de cette émission, des noms d'auteurs, Huysmans, Mallarmé, ou les surréalistes restent pour vous des figures tutélaires. Vos projets actuels concernent actuellement le roman policier, dont c'est ici un des exemples, le réalisme magique, et vous travaillez à un cycle de récits mettant en scène un enquêteur mené moins par sa rigueur professionnelle que les limbes de son inconscient. Nous allons donc suivre cet enquêteur à travers votre plume, et permettez-moi, Vincent Puimoyen, de commencer par cette citation de votre ouvrage. Hannah Arendt, dans La crise de la culture, se demande s'il est l'essence même de la vérité d'être impuissante, et de l'essence même du pouvoir d'être trompeur. Il m'a semblé, à lire ceci plutôt vers la fin de l'ouvrage, que cela pouvait constituer un petit peu le mot d'ordre de cette histoire que vous nous racontez là. Oui, alors les formes du pouvoir, évidemment, elles s'exercent ici peut-être par un aspect peut-être un peu politique et un peu dystopique qui est présent. Vous parliez tout à l'heure d'ouverture. Je pense qu'il y a dans cette démarche romanesque, puisque nous sommes dans un lieu ici assez ouvert, enfin les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais une recherche finalement d'espace, d'échappée, d'ouverture, qui sont peut-être des espaces de liberté. Et sans doute dans le mensonge du pouvoir, ou toutes les formes qu'on peut rencontrer, il y a peut-être l'idée de la clôture. Mais les romanciers nous diraient aussi que le mensonge, c'est la création. Il y a le mensonge vrai d'Aragon. Donc il y a une espèce d'ambivalence du mensonge qu'on peut aussi explorer à travers l'écriture. Donc tout ça est peut-être forme un nœud un peu complexe. En tout cas, vous ne mentez pas au lecteur par rapport à la ville de Brest. Nous la parcourons sous votre plume et à travers ses rues. Il y a la rue de Siam, vous parlez du haut de la rue Jean Jaurès. Vous mettez même un personnage qui ose s'aventurer dans le haut de Jaurès le soir ou tard, la nuit. On se dit oui, c'est vrai, effectivement, il faut un certain courage peut-être pour le faire encore. Il y a le pont de Recouvrance, il y a l'église Saint-Louis, que nous entendons derrière nous en ce moment même. Il y a les pentes de la Pinfeld, où il y a une fameuse maison, on laissera les lecteurs aller s'y aventurer. Il y a des endroits plus lointains également, au sein du département du Finistère. Il y a bien sûr Recouvrance, il y a l'église Saint-Martin, de mémoire. Il y a bien sûr le commissariat de police, parce qu'il est officier de police. Est-ce qu'il y avait une volonté chez vous de nous faire parcourir cette ville pour la faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas ? Ou est-ce que c'était peut-être plus profond peut-être qu'un simple guide touristique ? Une architecture de la ville qui est propice à l'intrigue que vous déroulez. Alors vous allez vraiment à l'essentiel. Vous dressez d'ailleurs une carte assez complète de la ville et vous me dites effectivement qu'il n'y a pas grand risque en quelque sorte à s'aventurer rue Jean Jaurès et que c'est vrai que la ville de Brest est une ville quand même, peut-être même s'il y a des quartiers peut-être un peu chauds, qui est une ville assez vide et c'est un peu une ville à repeupler. Et je pense que le travail du romancier, ça a été pour moi de repeupler la ville. C'est une ville, comme vous savez, comme chacun sait, qui a été détruite et il y a sous la ville évidemment une ville enfouie, une ville ensevelie, une ville aussi tragiquement marquée par l'histoire. Et toute la quête romanesque est une manière évidemment en défiant un peu les lois du temps. Et l'enquête évidemment elle ouvre aussi sur le passé, puisqu'on parlait là encore d'ouverture. C'est de repeupler Brest en retrouvant les fantômes et en laissant mon personnage, l'inspecteur Gonzo, un peu dans une sorte d'errance. C'est un flâneur, c'est un enquêteur qui se perd un peu
dans une ville labyrinthe, une ville carte, et en cela, on peut faire le parallèle peut-être avec le dilettantisme surréaliste, enfin celui que préconisait Aragon et Breton, qui consiste évidemment à errer dans cette ville labyrinthique, à la recherche peut-être de tout signe intéressant. Alors le passage d'une femme, peut-être autre chose, tout ce qui peut évidemment aiguiser l'attention et peut-être faire appel à un désir de connaître, de comprendre, mais là encore en déjouant, en déliant peut-être aussi les rapports du temps, de l'espace, et entrer un peu dans un espace-temps imaginaire qui reste quand même extrêmement, enfin j'ai essayé de le faire très incarné et de faire en sorte que les lieux que vous avez nommés, vous avez bien fait de les nommer, qui existent, puissent être repérés, identifiés par le lecteur. Alors on peut très bien, je pense, apprécier le roman sans être brestois, mais de toute façon ça donne un ancrage à la lecture que je crois intéressant. Oui, bien sûr. On peut retrouver notamment les fontaines de la rue de Siam, qu'on trouve belles ou non, on a le droit de les trouver assez sommaires. Bon. Alors sur la fontaine, c'est vrai que je me suis amusé un peu à réenchanter celles que l'on peut voir, elles sont pas très loin d'ici, en faisant un parallèle peut-être avec la fontaine de Trévi du film de Fellini. C'était osé, mais en tout cas, je voulais peut-être montrer par là que en faisant naître une romance érotique du côté de ces fontaines qui ont été, je pense, aménagées dans les années 90 au moment où on a fait le tram, qui peut-être n'appelle peut-être pas le rêve ou véritablement un imaginaire extraordinaire, qu'on pouvait peut-être faire ce travail de réenchantement et qui m'a été inspiré par la ville aussi. Je pense que là, il y a cette rencontre entre évidemment un imaginaire personnel et un cadre réel. C'est un petit peu la formule que j'ai essayé d'explorer dans ce polar, s'il en est un. Mais ça, c'est une autre question. Vous nous faites remonter le temps. Je vais citer ce bref passage. Le jeu eût été beaucoup plus grisant dans la Brest d'avant-guerre, active et grouillante, que dans la Brest reconstruite, toujours à moitié déserte, comme si cette ville n'avait jamais réussi à reprendre sa vie plénière. Et derrière, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec peut-être le côté nature, arboricole de cette ville. Il y avait, disait-elle, le personnage de votre roman ici, ces bouquets d'arbres qui me manquent tant aujourd'hui. J'avais presque envie de mettre le « me » entre parenthèses. Est-ce que ce livre a été pour vous l'occasion aussi de pointer à des regrets ou des choses qui vous paraissent significatives et qui manquent ? Alors cette parole un petit peu nostalgique, je crois que c'est Mathilde, l'épouse de Gonzo, qui la prononce. Alors pour justement cette question justement de la Brest d'avant, alors j'ai pas voulu faire un livre nostalgique ou qui soit porté vers le passé, mais en fait ce que j'ai voulu faire, alors je donne une anecdote intéressante. J'ai attendu pendant tout le temps de l'écriture de ce livre que la Tour Tanguy, qui est un lieu où sont conservées des maquettes de l'ancienne ville de Brest, rouvre, dans l'espoir d'y faire un tour et peut-être d'y photographier avec mes yeux quelques lieux et de les retravailler afin justement un petit peu d'habiller, d'étoffer un peu cette reconstitution imaginaire de la ville. Or, la Tour Tanguy a rouvert ses portes simplement il y a quelques mois et le livre était paru depuis et je me suis dit finalement, tant pis, allons-y et réinventons un peu ces lieux. Et c'est vrai que j'ai pu redécouvrir, maintenant que j'ai mis les pieds dans ce lieu emblématique. Alors peut-être que les auditeurs ne savent pas que la Tour Tanguy est un vestige en fait de la ville ancienne et qu'on y trouve des maquettes faites par Gilles Sévélec, qui est un peintre brestois, qui ont un petit côté désuet et intéressant. Et on y retrouve par exemple le bar de l'aviation qui a été célébré par des écrivains, par Prévert aussi, qui est tout un jeu de lumière avec des maquettes qui sont simples mais qui sont très très attachantes. Il a fallu de toute façon, faute d'images, alors j'ai pu parcourir quand même quelques livres, notamment, je ne me rappelle plus le titre du livre, mais je me suis documenté en recherchant justement des tracés, notamment les tracés des anciens quartiers, parce que la ville a été redessinée lorsqu'elle a été reconstruite dans les années 50. J'ai essayé de retrouver quelques éléments qui sont plutôt des points d'ancrage. Pour le reste, j'ai un peu tout inventé, et ça doit être vrai pour cette même raison. Et il a fallu de toute façon ranimer cette ville disparue, enfouie, déserte, mais déserte comme une page, déserte comme une page, comme la vacuité finalement d'une page à réécrire. Et cette vacuité, elle est, je crois, aussi interrogée par le roman sous divers aspects, notamment à travers la dimension de l'absence, de cette constance dont on ne sait pas grand-chose. C'est un peu comme Manon Lescaut, un peu un fantôme textuel. Laisse quelques traces, une déposition. On sait qu'elle a souffert de la part d'un homme, d'un médecin hypnotiseur. Dans les années 20. Dans les années 20. Et elle a déposé
ce témoignage qui a été recueilli par l'agent de police d'alors, dont on ne sait pas grand-chose non plus. Il a fallu tout réécrire, tout reconstituer pour retrouver sa trace. Alors, il y a un peu de réalité de ce personnage, mais il est peut-être aussi un fantôme qui peut rejoindre aussi peut-être quelques-unes de mes idées personnelles et que j'ai essayé de faire vivre comme étant finalement le véritable objet de l'enquête, même s'il y a d'autres femmes peut-être plus réelles, qui ont un peu plus de consistance que l'on croise aussi dans le roman. Alors, nous allons partir donc de cette géographie citadine et je vais vous énoncer quelques idées qui me sont venues ou des choses que j'ai relevées dans cet ouvrage. Vous me direz par lesquelles vous voudrez que nous commençons. Alors d'abord, j'ai relevé des noms de philosophes. Il y a Kierkegaard, Jean-Luc Nancy, Derrida, il y a Pierre Bourdieu, Heidegger, et puis il y a Annick de Souzenel également qui arrive. Donc à l'évocation de tous ces noms de philosophes, voudriez-vous que nous commencions par parler de l'un d'eux ? Parce qu'il y en a durant tout l'ouvrage, donc c'est que c'est important pour vous de pouvoir mêler à une histoire policière, une histoire de meurtre, des pensées que vous approuvez ou que vous n'approuvez pas, pour montrer aussi que ce sont des témoins de notre époque. Alors tout à fait. Alors sur la lecture de philosophes, je ne suis pas un spécialiste de la philosophie, moi je suis littéraire de formation, mais la lecture de philosophes, un peu comme parfois la lecture de certains textes scientifiques, qui me posent parfois des difficultés, est pour moi un stimulant. Et je crois que c'est aussi parce que j'écris un peu pour comprendre, c'est pas du tout un livre à thèse, et j'ai adopté cette formule, qui avait bien plu à l'éditeur Ovadia, qui trouvait ça original, de faire un livre digressif qui n'hésite pas parfois à peut-être au risque d'être un peu professoral, j'ai essayé d'éviter ça autant que possible, de s'aventurer du côté des philosophes. Alors le roman d'avant, qui s'appelait Le Manoir, a été entièrement nourri de la lecture de Schopenhauer, du monde comme volonté et représentation, dont j'ai lu les 1000 pages, un peu comme ça, j'en lisais une dizaine de pages tous les soirs, et ça nourrit vraiment l'écriture de ce roman. Et pour ce roman-ci, alors j'ai lu Le Journal du séducteur de Kierkegaard, mais c'est plutôt pour la citation en exergue, c'est plutôt, je crois, Jean-Luc Nancy, qui est un auteur que je trouve assez fascinant, même si je comprends difficilement, c'est un auteur de la déconstruction, mais il y a aussi une dimension un peu théologique dans sa pensée, qui est intéressante, c'est une pensée de la déclosion, et j'ai essayé, un peu comme n'importe quel lecteur qui a aussi ses difficultés de compréhension, de traduire un peu en métaphore, en intrigue littéraire, en trouvant peut-être des fils d'exploration d'ordre littéraire, pour apporter une illustration, alors j'espère sans faire trop de contresens, en tout cas sincère et j'espérais honnête, qui fait partie un petit peu de l'investigation. Alors j'espère que j'ai pas trop lassé le lecteur avec ces références. J'ai essayé de les introduire selon un principe qui est un peu celui de la digression, aussi un peu du collage. Je suis assez attaché au surréalisme, c'est un peu mes maîtres. Je parlais tout à l'heure d'Aragon et de Breton, mais l'idée finalement de coller des références. Je crois même que pour Bourdieu, je me suis amusé à mettre des paroles de ce que parler veut dire de Bourdieu dans la bouche d'un personnage qui est un activiste d'extrême gauche, et ça m'a amusé un peu de faire entendre, alors c'est pas très compréhensible. Là, il y a une dimension un peu parodique, mais en même temps, même si la pensée de Bourdieu est tout à fait intéressante et stimulante, on peut jouer avec ça. Je pense que la littérature permet ce genre de liberté, d'impertinence, et j'espère que le lecteur pardonnera, même si c'est un spécialiste de philosophie, il me pardonnera un petit peu ces écarts, ces références approximatives. Mais chez Gonzo, tout est un peu approximatif et flottant, oui. Et j'espère quand même qu'il avance et qu'il progresse dans son exploration, et que le lecteur, en tout cas, y trouve du plaisir. Alors Jean-Luc Nancy, on peut lire, en tout cas, simplement sur Internet, qu'il est, je crois, influencé, peut-être par Heidegger, par Jacques Derrida, et par Simone Weil. C'est assez impressionnant d'avoir deux philosophes qui l'influencent, sachant que, pour ma conception personnelle, il n'y a pas plus distinct et distant peut-être que la pensée de Simone Weil et la pensée de Derrida. Alors par exemple, chapitre numéro 25 de votre ouvrage, cela commence ainsi. Le bouillon de courge était fumant. Gaëlle Ducasse habitait dans une maison non loin des Archives. Donc nous sommes du côté de la rue des Archives, près de Lapinfeld. Construite sur pente, elle semblait tomber sur Lapinfeld. La maison était une construction récente, de type écologique, utilisant une grande quantité de matériaux en bois. L'architecture est la première chose à déconstruire, dit Derrida. Et je me suis dit, encore une de ces bêtises qui détruit tout.
C'est l'apologie de la destruction chez Derrida, et en permanence. Alors la déconstruction a mauvaise presse, hein, peut-être Oui. du côté peut-être d'une certaine tendance Non, puis surtout la philosophique. formule est facile quand même. Et alors, j'ai voulu quand même ne pas tomber finalement dans cette critique. On dit voilà, là, on accuse quand même la pensée de la déconstruction d'être responsable de tous les mots actuels. Et justement, j'ai trouvé du côté de Jean-Luc Nancy une approche tout à fait intéressante, puisqu'il se situe sous la double tutelle, hein, comme vous l'avez rappelé, celle de Derrida, hein, le philosophe difficile et évidemment qui a une grande part dans la question, quand on parle de l'idéologie du genre ou tous ces aspects-là. Souvent, on met Derrida à la racine de cette pensée, de Gilles Butler, etc. Mais cette déconstruction, en tout cas, elle peut être abordée comme aussi une pensée théologique. Et puis, il y a aussi un enracinement dans le judaïsme du côté de Derrida. Alors, je suis pas spécialiste, hein, et on peut quand même trouver des ouvertures spirituelles tout à fait intéressantes, et peut-être ne pas le réduire à un grand démolisseur, quelqu'un qui fait un immense saccage dans la pensée et qui nous laisse comme ça désemparés devant un champ de ruines. Je crois qu'au contraire, il y a des pistes de reconstruction, d'exploration, et qui sont intéressantes. Et j'ai essayé aussi, même s'il y a un peu une satire aussi de ce qu'on appelle entre guillemets le wokisme à travers le personnage une satire assez bienveillante, amusée et sympathique, hein, de cette pensée-là. J'ai essayé quand même de trouver des pistes un peu pour, après tout, Brest, ville détruite, quel avenir, Oui. que peut-on reconstruire, et je pense qu'il y a peut-être dans la philosophie, des choses à retrouver. Et cette dimension théologique m'a vraiment fasciné. Je trouve qu'il y a des pages magnifiques justement sur Jean-Luc Nancy, il dit justement que la pensée de l'athéisme est une manière de penser Dieu. Alors c'est pas le premier à avoir dit ça, mais il le dit magnifiquement. Il dit que le christianisme en tout cas a créé une espèce d'ouverture un peu dans le monde tel qu'il était pensé dans le cosmos grec, qui est un monde fermé, un monde clos, un monde cyclique, et que cette faille, il y voit en fait la figure du crucifié, de la croix, et lui qui est athée, hein, qui n'est pas croyant, il y voit quand même quelque chose comme une chance incroyable pour la philosophie, et la belle ça, la déclosion. Ce monde, s'il est déclos, il peut en tout cas ouvrir vers une dimension peut-être de progrès pour l'homme, enfin d'un mieux, de quelque chose en tout cas qui nous rappelle un peu notre origine et notre fin. Et il est assez émerveillé par ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de ses écrits. Oui, on va citer le passage, un bref passage, à propos justement de Jean-Luc Nancy. Vous écrivez « Psychiatre lacanien, Meyer était plutôt connu pour son attachement à la pensée judéo-chrétienne, ce qui l'avait parfois conduit à des positions controversées sur l'islam, dont il dénonçait la violence intrinsèque. Cependant, il s'était peu à peu rallié à la pensée déconstructionniste, notamment sous l'influence de Jean-Luc Nancy, dont la philosophie avait un versant théologique. Pensée de déclosion du sens hors du monde où le mot « salut » désignait plutôt un appel fraternel. » Alors voilà pour la citation, et je retiens que lorsque vous m'avez confié votre ouvrage, vous avez été peut-être un peu, je ne sais pas si on peut dire chagriné, mais étonné que certains ne lui voient pas un côté spirituel à ce livre. Alors, j'ai peut-être été focalisé dessus, mais quand on vous lit, par exemple, dans un dialogue, c'est toute la différence en effet. Hermès Trismégiste, le dieu alchimique, est un médiateur, mais s'il n'est pas le Christ, ne peut-on pas dire qu'il le figure? Et que penser alors de la transfiguration, signe de la résurrection? Quelques pages après, l'abbé Chauvigny, on reviendra sur ce nom, enchaîna avec son sermon. Les vrais adorateurs, Jésus s'adresse en premier lieu à une femme. Qui sont les vrais adorateurs? Une adoration qui serait avant tout un salut adressé au tout autre, non pas une adoration servile. Les vrais adorateurs adressent à l'Éternel un salut qui a du sens. Le salut vient des Juifs, dit Jésus. C'est un geste qui sauve. Un salut. Aujourd'hui, ils sont nombreux, les adorateurs de la technique ou de la productivité, les adorateurs du veau d'or, adorateurs d'eux-mêmes. Mais Dieu ne nous demande pas de communiquer, mais d'adorer en vérité et en esprit. Si ça, c'est profondément spirituel. Alors, je ne les avoue rien, mais en vous écoutant et puis en lisant les passages que j'ai choisis, je me dis, mon Dieu, quel livre pontifiant. Et si vos auditeurs espèrent un polar, il faut aussi les rassurer. Il y a quand même une intrigue de polar. Mais vous faites bien sûr, de me poser toutes ces questions sur les références et je vais bien sûr essayer de voir un petit peu quelle place elles peuvent prendre dans ce livre.
Alors, sur la question du salut, c'est vrai que j'étais tout à fait fasciné lorsque Jean-Luc Nancy dit que le salut, en fait, c'est simplement le signe adressé à quelqu'un. C'est vraiment le salut que l'on se fait lorsqu'on se serre la main ou même quand on se hèle d'un bout à l'autre d'une rue, de la rue de Siam, par exemple. Et plutôt que cette idée extrêmement chargée de tragique ou d'un enjeu un peu terrible pour l'homme, le salut, tel que le christianisme l'a pensé, chez Derrida, c'est simplement le signe peut-être d'une rencontre, un signe adressé d'un homme à un autre homme. On retrouve peut-être quelque chose de l'ordre de la relation chez Lévinas entre le visage. Et j'ai trouvé ça très très beau et à la fois très simple. Et finalement, on dit que la pensée de la déconstruction complexifie et elle est difficile à comprendre. Ça, c'est une idée extrêmement simple. Je pense qu'il a trouvé ça dans le judaïsme. Alors, je sais pas quel est le mot, mais s'il y a un mot en hébreu équivalent. Mais je trouve ça très 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 beau. Et finalement, c'est une belle manière de nous faire finalement signe. C'est un peu ça que j'ai essayé de faire dans ce livre, hein, essayer de montrer comment les choses dialoguent, se font signe. Alors les vivants, les morts aussi, les disparus, il y a effectivement peut-être quelque chose de la pensée. Vous parlez du catholicisme, de la communion des saints, la possible évidemment relation qui s'établit entre les vivants et les morts. Et l'enquêteur Gonzo aussi entre dans cette quête d'une disparue, mais en même temps qui lui est très très actuelle et qui a aussi une présence vivifiante, érotique même, hein, très stimulante, de manière justement à ce que ce qui lui fait signe, hein, mais à partir d'être très peu finalement de traces, puisse être l'objet d'une quête et ça vaut en tout cas le coup de se perdre dans Brest, de se perdre dans un labyrinthe qui est un peu un labyrinthe intérieur, en essayant de se raccrocher un peu à cette forêt de signes pour sans doute faire de cette Constance une figure qui serait peut-être une figure de salut, en tout cas un signe, voilà, un signe vivifiant et un signe salutaire, on peut dire ça comme ça. À travers les noms des rues, à travers les cimetières où il se rend, oui. À travers l'eau de la Pinfeld, parce qu'il s'y passe aussi des choses. Et puis je reviens aussi au nom. Tout à l'heure vous avez parlé de mon mouvement de vos personnages. J'avais une simple question. L'abbé Chauvigny, oui. Cynthia Bobard, oui. Comment diable trouvez-vous vos noms ? Alors, sur le Bobard, vous avez donné la réponse au début en parlant du mensonge chez Hannah Arendt. Hein. C'est un personnage comique, c'est la divisionnaire. Alors, c'est l'adversaire un peu personnel de Gonzo. Elle prend un peu le pouvoir et elle le manipule. Elle est en relation avec une organisation un peu fumeuse, hein, qu'on appelle la synarchie, et que je m'amuse alors dans une fin qui est un peu complotiste. Hein, mais sans doute vous allez me cuisiner là-dessus. Mais de toute façon, la littérature, c'est du récit et le complotisme est aussi une forme de récit. Bon, un peu fantaisiste, en tout cas. J'essaie quand même de trouver quelques ancrages dans l'histoire. Donc c'est une manière justement d'interroger le mensonge et puis toute la manipulation. Voilà pour le Bobard. Pour Chauvigny, je ne sais pas. J'ai peut-être un peu, si. Êtes-vous sûr de ne pas savoir ? Mais en tout cas, je crois que j'ai habité Poitiers, et à une vingtaine de kilomètres, il y a une belle ville qui s'appelle Chauvigny, et voilà, avec un château élevé, avec un point de vue, voilà, un endroit assez beau. Je crois. Voilà ce que je peux en dire, peut-être. J'ai eu peut-être le souvenir de ce nom de lieu, un peu comme Victor Hugo, qui se souvient d'Hernani, où il est allé en Espagne quand il a décidé de nommer son personnage. Voilà. Et puis j'arrêterai ici la comparaison. Alors, poursuivons notre chemin à travers votre ouvrage et dans ce passage auprès de l'abbé Chauvigny, que le héros fréquente. Il est croyant, pratiquant. Et vous écrivez ceci: en sortant de l'hôtel de police, Gonzo se sentit épuisé. Il attribua son état de fatigue aux épreuves du moment, ou encore à l'effet hallucinatoire des messes traditionnalistes où le conduisait Mathilde. Parce que sa femme est croyante et va à la messe en forme extraordinaire, tridentine, donc en latin. Alors pourquoi l'effet hallucinatoire ? Oui, alors là je vois poindre un peu mon côté anticlérical qui existe, hein, aussi. Et il y a toujours un peu ce soupçon pour quiconque se rend à un office religieux d'être devant un peu un grand spectacle, une magnifique mise en scène. Alors on le sait depuis les jésuites et le baroque que la messe est aussi un décor. Hein. Il y a forcément quelque chose que de l'ordre du spectacle et qu'il y a aussi un puissant effet sur les sens qui peuvent être subjugués. Et alors je pense que l'adjectif hallucinatoire joue un petit peu là-dessus, sachant quand même que dans le roman, vous n'avez pas encore parlé du professeur Janet, mais la question de l'hypnose, de l'hallucination est extrêmement présente. Alors, toute hypnose, forcément, est une manière aussi de brouiller la perception, mais elle est aussi une manière d'ouvrir peut-être à une perception différente, de modifier peut-être voilà, la conscience du réel. Alors, hallucinatoire ne veut pas forcément dire tromperie, bobard, mais hallucination peut en tout cas voilà, évoquer la manière dont la littérature
liturgie peut peut-être jouer sur la perception et en sollicitant d'ailleurs tous nos... par la beauté aussi, hein, même par la beauté, mais il y a cet aspect-là. Mais j'allais y venir justement entre le rapport entre la divinité, entre Dieu, disons tout simplement, et le rêve. C'est écrit dès le départ de ce roman. Et d'ailleurs, il y a une citation même, vous me faites même une citation de la Bible. Lorsque Mathilde rentrait de son groupe de prière, elle semblait toujours un peu égarée. Elle lui fit à peine un signe et se plongea dans sa Bible. C'est alors qu'elle lut à voix haute en prenant un regard fixe. Dieu parle d'une façon et puis d'une autre, sans qu'on prête attention. Par des songes, par des visions nocturnes. Quand une torpeur s'abat sur les humains et qu'ils sont endormis sur leur couche, alors il ouvre l'oreille des humains. Il y scelle les avertissements qu'il leur donne pour détourner l'homme de ses œuvres et protéger le puissant de l'orgueil. Il préserve ainsi son âme de la fosse, sa vie du passage par le canal. Voilà, ça c'est une citation du livre de Job qui m'a beaucoup marqué. J'ai été très intéressé par justement la place qu'occupe le songe dans la Bible. Et certains d'ailleurs commentateurs non chrétiens comme Maïmonide s'intéressent justement à cette dimension du songe. On le trouve aussi dans l'islam également, l'importance du songe. Et alors, Maïmonide dit une chose extraordinaire. Il dit que le songe est un fruit vert que le commentaire peut porter à maturité. Et voilà que le langage obscur du songe vient du fait que il est encore trop vert et que tout le travail d'interprétation, c'est un fruit que l'on réchauffe, que l'on commente, que l'on observe, dont on parle, et que par ce processus même, le songe arrive à cette maturation. Et le travail d'écriture, peut-être, c'est une manière, une sorte d'herméneutique du songe. En tout cas, on pourrait envisager l'écriture comme l'herméneutique d'un songe, de même que il se pourrait que Constance ne soit elle-même qu'un songe. Alors voilà, tout ça demande, tout ça est vrai, tout ça est faux, tout ça bien sûr, c'est de la matière littéraire. Alors pour revenir justement un petit peu pour cette double postulation un peu contradictoire, hein, j'étais très marqué par les surréalistes, par Breton, par l'écriture automatique. On parle de Janet qui était en fait le maître d'Aragon et de Breton lorsqu'ils étaient étudiants en médecine, qui est un disciple même de Charcot. Et évidemment, il y a la composante spirituelle chrétienne qui est très importante également pour moi. Donc j'essaie un petit peu de naviguer un peu entre ces deux pôles, un peu comme quand on a parlé peut-être d'art, mais aussi de musique. La musique aussi a une importance dans ce roman. Une fugue de Bach, c'est sujet contre sujet, et puis c'est la rencontre improbable justement du sujet et du contre-sujet. Donc j'essaie un petit peu de jouer là-dessus et d'écrire mes romans en utilisant un peu cette démarche avec des fils, des courses comme ça qui se croisent, qui se tressent et qui essaient justement de donner un petit peu de sens pour justement faire advenir cette maturité de l'interprétation ou de la compréhension. Voilà, que ça ressemble à quelque chose, quoi. Vous avez prononcé le mot plusieurs fois, le mot surréaliste. Ouais. Je releverai peut-être 2 passages. Le bar révélait la supériorité métaphysique de la beauté éternelle sur la finitude et la déchéance des corps terrestres. Cette phrase m'a paru tout à fait surréaliste. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Et le deuxième passage... C'était pourtant Gonzo que Zifrine semblait avoir désigné comme son successeur. Sur la table, près de l'ordinateur, il avait laissé un message, parce que Zifrine meurt dans l'ouvrage, et la phrase est la suivante. « On sera bien gentil de me laisser dormir le plus longtemps possible. » Ça m'a rappelé des personnages tels que Jacques Rigaud ou Pierre de La Rochelle qui laissent un message à sa 3e tentative pour Madeleine, sa femme de ménage, qui dit prière de me laisser dormir cette fois-ci. Oui, ça me touche beaucoup que vous me posiez cette question. Évidemment, ce personnage de Zifrine, qui est un personnage important dans les trois romans, hein, dans le Carré Parfait et dans le Manoir, c'est un personnage qui fonctionnait très très bien, hein, auquel j'étais très très attaché. C'est un peu celui qui insuffle quelque chose. Il est d'ailleurs lui-même, il est juif, hein, on fait pas mystère de cette confession-là, et il insuffle en tout cas dans Gonzo, je dirais pas Gonzo il est un peu le mentor de Gonzo. Et pour des raisons, alors c'est vrai que l'écriture de ce roman aussi a rencontré peut-être des situations personnelles et peut-être quelques échos plus profonds dans mon histoire qui m'ont mis dans la nécessité de sacrifier Zifrine, et c'est avec beaucoup de regrets, parce que c'est un personnage que je trouvais drôle, assez loufoque, avec un verbe assez haut, très fantaisiste, qui nourrissait un petit peu la fantaisie de l'écriture.
Et en même temps, ce choix s'est imposé à moi, donc il a bien fallu que Zéphirine meure. Effectivement, vous parlez de la mort de Rigaud, vous parlez du surréalisme, et puis donc c'est un personnage, évidemment, le deuil, la mort de Zéphirine. Alors on apprendra dans le roman qu'il ne s'est pas vraiment suicidé, mais qu'en fait c'est aussi là aussi une manipulation. Mais enfin, peu importe, c'est un personnage qui disparaît et qui laisse un petit peu Gonzo orphelin. Oui. Et d'ailleurs, la trajectoire de Gonzo sera un peu perturbée, puisque les ronds qu'il va faire dans la ville vont se faire de plus en plus, erratiques, et il va un peu se perdre, et il aura beaucoup de mal à retrouver le fil. Il trouvera d'autres mentors, les femmes joueront leur rôle dans cette histoire, mais vous faites bien de parler de ce personnage-là, auquel je suis très très attaché, et qui a joué un rôle important dans les polars précédents aussi, où il était toujours là pour donner un peu d'allant, d'énergie. Voilà. Vincent Pumoyen, je vais poursuivre, puisque nous parlons beaucoup de personnages, qu'ils soient fictifs ou réels ou ayant existé dans cet ouvrage, donc Constant sous le vertige. Êtes-vous attaché également à un certain Paul Venn ? Oui. Vous le citez 2 fois dans cet ouvrage. Oui, parce alors que... qu'au préalable, quand on voit simplement la couverture, on ne peut pas se douter, voir citer Paul Venn dans cet ouvrage. Oui, alors j'ai lu son livre, je ne me rappelle plus le titre, Comment le christianisme a été... Comment le monde est devenu chrétien. Comment le monde est devenu chrétien. Mais c'est pas ça que je cite, je crois que c'est une parole peut-être apocryphe, mais quelque chose qu'il a dit sur la prière et le vide, et qui m'a interloqué, qui m'a aussi un peu dérangé. Après Paul Venn, sans doute la rencontre entre l'écriture de ce roman et puis des lectures. J'ai un petit côté journal de lecture. Alors j'essaie quand même dans mon écriture, j'essaie pas trop farcir les pages de référence, même si on en parle beaucoup ce soir. Mais oui, Paul Venn est une référence, voilà, peut-être pas la plus fondamentale, mais... Non, mais on va citer quand même un passage parce que vous le liez à Brest. Vous écrivez « Au-dessus, le ciel lui semblait particulièrement vide. L'église reconstruite dans les années 50, élevée sur la ville détruite, avait certes de la grandeur, mais prouvait que, comme Paul Venn l'avait dit, il y a la foi, mais il n'y a pas de racine chrétienne. On ne peut accorder au christianisme que d'avoir été un milieu propice au développement de valeurs qui ne venaient pas de lui. Ce n'était pas lui qui avait aboli l'esclavage, et les politiques sociales de la fin du XIXe siècle ne sont qu'un ralliement stratégique et plutôt tardif aux idéaux progressistes. » Je me suis demandé si vous le pensiez vraiment. Alors ça c'est ou si c'était dans un personnage. C'est une pensée qui m'a un peu secoué, parce que Oui. Comme beaucoup, je pensais que le christianisme avait forgé l'âme, la morale et un certain nombre de valeurs. Et il y a beaucoup de gens qui actuellement se targuent de représenter des valeurs chrétiennes. Et j'ai trouvé que cette pensée très décapante était sans doute très juste, et en tout cas nous invitait à aller vers l'essentiel, de pas forcément s'accrocher à ces valeurs. Il le démontre très bien. Il montre finalement que la pensée stoïcienne, et d'ailleurs ce que montrait un peu Michel Foucault aussi, qu'il n'y a pas vraiment de valeurs chrétiennes, c'est un mythe, et en tout cas ne lui appartiennent pas, et que ce qui est de l'ordre de la foi, en tout cas, n'est pas forcément de l'ordre de la revendication, de l'affirmation de valeurs. C'est une pensée qui m'a dérangé, parce que je pensais qu'il y avait un progrès un peu dans l'humanité, comme le fait qu'on se soit... Même la question de l'esclavage n'est pas, enfin il le démontre très très bien, n'est pas un apport en tout cas du christianisme, alors que je pensais le contraire. En tout cas, à la lecture de son livre, la démonstration qu'il en fait est intéressante. Voilà. Donc c'est une invitation à la réflexion. Oui, tout à fait. Voilà, et puis là encore, ça déconstruit un peu, ça déconstruit, et puis ça libère aussi, ça ouvre des espaces, ça aussi fait prendre des risques. J'aime bien que ne pas trop les certitudes sont dangereuses, les convictions, le fait qu'on les assène, qu'on les ressasse, au danger d'un certain intégrisme dans toutes les traditions religieuses, et que les auteurs, en tout cas contemporains, m'éclairent, comme Nancy, comme Paul Venn, et ils remettent en tout cas en question, ils reposent en tout cas les problèmes différemment. Et puis, vous combattez aussi d'autres petites choses, si vous me permettez ceci, tout au début de l'ouvrage. Le professeur Janet, reprit le commissaire, est connu pour ses travaux sur l'automatisme psychologique. Il a fait d'étranges expériences sur des femmes. Oui, c'était toujours des femmes, puisque ce sexe présentait les symptômes de l'hystérie, maladie, entre guillemets, tant décriée par les féministes d'aujourd'hui. Et en
envie de dire, Evelan. Oui, alors attention, oui. Alors là, je sais pas qui parle, hein, c'est un personnage. Hein, mais Le commissaire. C'est vrai qu'on a eu des critiques effectivement sur la notion de la maladie de l'hystérie et pour beaucoup une construction, notamment des psychiatres, hein, notamment dans la tradition de Charcot. Et c'est la maladie des femmes. Et c'est vrai que les femmes étaient quand même faisaient l'objet de toutes les attentions, de tout l'intérêt de ces hommes en fait. Et donc elles sont perçues en tant que femmes malades et que la maladie de l'hystérie et bon étymologiquement ça renvoie à utérus serait la maladie des femmes. Il y aurait peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la domination masculine, d'un certain machisme qui s'affirme dans cette approche de l'hystérie. Mais ça on le trouve dans beaucoup d'auteurs féministes contemporaines hein, qui mettent l'accent là-dessus et à juste titre. Hein, montrer que la psychiatrie, la médecine est une question d'homme. Je pensais à ce qui a été dit par exemple sur Olympe de Gouges hein, par justement des médecins dont on peut lire dans des revues de médecine qui l'accusent de dérèglement menstruel et qui font de son engagement, de la force de son verbe, de son éloquence, l'effet d'un dérèglement hormonal, c'est un peu vache quand même. Hein. Oui. Et c'est encore une parole d'homme. Encore une fois, une parole d'homme. Alors, je sais pas si mon livre est très féministe, parce qu'il arrive mon livre parfois moque un peu certains excès et certaines caricatures du féminisme actuel, mais bon, après tout, c'est bien d'une femme qu'il s'agit. Hein. Alors, entrons dans un bar, parce que vous nous faites entrer dans le bar. Enfin, Gonzo parvint au commissariat où l'attendait Zifrine. « Ah, vous voilà, Gonzo, heureux de vous revoir. Vous savez ce que dit Virginie Despentes au sujet des femmes et des hommes ? Eh bien, que ces derniers sont si bien entre eux qu'il ferait mieux, bon, on va passer le terme, hein, foutre la paix aux femmes. Un soupçon d'homosexualité généralisée plane sur le genre masculin. Mais... même si une telle perspective ne m'enchante pas, il y a du vrai là-dedans. Et je crois que les femmes souffrent depuis longtemps de se sentir exclues des communautés masculines réunies dans les clubs mondains non mixtes, les vestiaires sportifs ou les comptoirs des bars PMU. 3 petits points. Les hommes aiment se retrouver entre eux. Ils s'adorent, dit Virginie Despentes. Cela dit, vous n'avez rien à craindre, Gonzo, même si, comme vous savez, je vous adore, vous aussi. Et moi, j'ai plutôt envie de dire, mouais. Plutôt que de s'adorer, plutôt que d'adorer, est-il possible seulement de voir ces lieux comme des sanctuaires de repos ? Alors, sur justement Virginie Despentes, moi j'ai lu son roman Vernon Subutex. Je trouvais que c'était un très très bon livre et elle a des points de vue assez décapants justement sur justement ce qu'elle appelle la culture du viol et la position des femmes par rapport aux hommes. Je crois qu'elle dit quelque chose de très très juste en tout cas qui m'a permis de comprendre quel pouvait être le point de vue des femmes notamment par rapport à cette proximité masculine. Alors bon, un soupçon d'homosexualité, le mot est un peu fort, mais je pense qu'il y a cette idée que les femmes peuvent se sentir souvent exclues des communautés d'hommes qui peuvent se reformer entre elles et en excluant les femmes. Voilà. Et j'ai trouvé que Virginie Despentes voyait assez justement les choses et que c'était intéressant en tout cas de s'y référer. Alors, c'est pas non plus pécamineux d'aller boire un verre entre amis au PMU. Non, mais c'est pas de cela qu'il s'agit. Hein, mais en tout cas, il y a bien sûr, il y a en tout cas une proximité, une familiarité qui peut-être. Enfin, ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont les femmes peuvent percevoir justement cette proximité. Alors évidemment le soupçon d'homosexualité et puis le mot grossier qu'elle a employé elle et qu'on n'avait pas osé répéter. Alors je répéterai pas non plus, hein, puisque vous ne me permettez pas. Mais évidemment, il y a quand même, il y a cette idée un peu excessive. Évidemment, Virginie Despentes force le trait. Hein, c'est pas une autrice qui fait dans la délicatesse, mais je trouve qu'elle dit quelque chose peut-être d'excessif, mais d'intéressant en tout cas. Et là, c'est juste, en tout cas, auquel j'avais pas pensé, comme j'avais pas pensé non plus quand Paul Veyne justement parle de tout ce qu'on vient de dire auparavant. C'est bien de se frotter un peu à des idées différentes des nôtres et d'explorer bien sûr d'autres points de vue et de lire des auteurs qui se situent pas forcément dans l'espace ou dans l'univers qu'on a l'habitude de lire. La preuve, c'est que ça nous fait en parler. Voilà. Alors, la question suivante s'adressera vraiment à l'auteur, à l'écrivain. Vous écrivez ceci. Cependant, Gonzo, malgré le plaisir qu'il prenait avec Stella, on n'a pas parlé encore de Stella, sentait s'immiscer en lui les conséquences morales du suicide de son ami. Les journées se déroulaient comme une bande magnétique écrasée entre deux galets, dont le ralentissement et la distorsion modifiaient sa perception des choses. Où diable êtes-vous allé chercher cette image ?
Oui, il y a une espèce surréaliste, une espèce de dépressurisation un peu du moi, peut-être un ralentissement un peu dépressif ici, hein, que vit Gonzo. Alors l'image, oui, la métaphore, elle m'est venue un peu comme ça. Je pense elle est parlante, même si elle n'est pas très cohérente. Elle peut paraître un peu étrange, mais oui, sentiment d'écrasement, de ralentissement, la pensée comme une bande magnétique qui peut justement donner lieu à une sorte de distorsion. Mais ce sont là encore des effets, évidemment, qui peuvent produire cette modification de la perception, et qui peuvent être intéressants parce que, justement, en ralentissant, en déformant, on peut faire entendre des bruits, on peut en tout cas rallonger peut-être la longueur d'onde, mettre du grave, mettre de la profondeur, et peut-être inclure une dimension plus inquiétante. Mais il y a aussi cette pente un peu, cette force gravitationnelle, en quelque sorte, qui peut s'exercer sur l'écriture et à laquelle elle cède, et cette métaphore en tout cas nous en dit quelque chose. Alors de l'écriture à la bande magnétique, nous allons passer de la bande magnétique à la pellicule, si vous permettez, puisque je vous sais très intéressé par la cinématographie, et vous citez quelques films. Vous citez Remorque, le film évidemment interprété ici par Jean Gabin dans le port de Brest. Il est patron d'un remorqueur. Vous citez également le film magnifique L'Argent de Marcel L'Herbier, qu'il faut pouvoir voir et revoir. Et puis bien sûr, vous citez aussi Fritz Lang. D'abord, c'est le cinéma qui est contemporain de mon personnage, oui. Constance, hein, qui a, voilà. Donc c'est bien cet univers et le cinéma muet. Alors Constance porte un chapeau cloche et elle s'intègre justement à ce monde perdu des années 20 et 30. Pour un souvenir personnel, j'avais une grand-mère paternelle qui était toujours jusqu'à la fin de sa vie encore habillée et maquillée à la manière de ces fans des années 30, très poudrée, hein, avec un maquillage assez particulier, qui portait peut-être aussi un chapeau cloche, enfin quelque chose qui ressemblait en tout cas. Et ça m'a toujours intrigué parce que en elle, le temps semblait tout à fait immobilisé. Peut-être que c'est l'une des sources possibles du personnage de Constance, et elle est aussi ce personnage, en tout cas, voilà, il va avec le cinéma muet, cette puissance expressive du regard, du jeu. Les films de Marcel L'Herbier m'ont vraiment complètement fasciné. J'ai trouvé qu'il y avait une puissance d'expression que portait le cinéma muet, qui était très supérieur au cinéma parlant. Et j'étais loin d'imaginer ça, même si j'avais vu les films de Murnau, Nosferatu, ou quelques films muets assez connus, ou les films de Dreyer, les plus anciens, Jeanne d'Arc, etc. Et les films de L'Herbier m'ont vraiment montré toute la modernité, en termes de traitement d'image, que pouvait justement porter ce cinéma. Et ça m'a vraiment passionné. Et si un peu cette esthétique entre un peu dans le roman, ce serait un plaisir en tout cas voilà. J'espère que ça participe des plaisirs qu'on peut avoir à lire ce livre. Et pour vous-même, y a-t-il aussi un plaisir à pouvoir glisser cela dans un de vos ouvrages, de parler de ce cinéma qui vous touche? Oui, bien sûr. Alors après, ça s'est imposé à moi. Oui, j'essaie en tout cas il y a peut-être aussi l'idée que le roman est aussi une mémoire, et peut-être aussi un moyen de parler d'autres œuvres, d'autres choses que soi. En fait, ce qui m'a fait venir à l'écriture, c'est le passage finalement d'une écriture un peu auto-centrée à la première personne, et le passage à la troisième personne m'a permis justement, et le fait d'intégrer un format populaire connu comme le polar, m'a permis en tout cas d'aller à la rencontre du lecteur et d'être un peu, j'espère aussi être un passeur, donc avec ces références cinématographiques, j'espère n'alourdissent pas trop la lecture, qui j'espère aussi impriment un peu leur caractère, leur atmosphère, permettent en tout cas d'enrichir l'atmosphère du roman. Ça fait partie justement d'une des missions de littérature, alors peut-être quelque chose d'un peu professoral là-dedans, et qu'un défaut professionnel s'y fait un petit peu trop entendre, mais j'essaie en tout cas de parler d'autres œuvres, d'autres philosophes, d'autres penseurs. En tout cas, c'est une formule qui a plu à mon éditeur. Il trouvait que c'était original, il trouvait que cet aspect-là, il n'avait jamais rencontré dans les manuscrits qu'on lui a adressés, et c'est pour ça qu'il a bien voulu éditer ce livre et les précédents. Donc c'est un peu la formule, quoi. Vous nous faites parcourir quelques décennies en arrière en nous invitant à revoir ces films, qui, comme dit Stella, regarder un film muet était une expérience inoubliable. Des films de ouf qui procurent des émotions qu'aucun film parlant, et encore moins les films contemporains, ne peuvent procurer. Bon. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, vous fustigez, vous combattez également, si je puis dire, vous corrigerez sans doute la teneur de l'expression. Vous écrivez
Déjà Emmanuel Berle, en 1920, dénonçait l'évolution du bergsonisme et du freudisme, on retourne à la philosophie avec Bergson, vers une forme de spiritualité mondaine, une pensée pour réconforter les femmes de la bourgeoisie, inquiètes de la survie de leur âme et de leur fortune. N'était-ce pas le cas aujourd'hui ? Avec la récupération de la philosophie et de la spiritualité par la littérature pléthorique et fade du développement personnel. Oui, alors tout à l'heure vous me parliez du plaisir qu'on peut avoir à retrouver des auteurs. Alors Emmanuel Berle, bon, il est connu, mais je suis pas sûr que tout le monde ait lu Mort de la morale bourgeoise, que j'ai déniché chez un bouquiniste. Et l'intérêt aussi, c'est de parler peut-être d'un livre oublié, comme il faut aussi retrouver, exhumer peut-être des détails perdus dans l'histoire et dans les secrets de la ville de Brest. Alors je pense pas qu'il y ait un lien entre Brest et Emmanuel Berle, mais j'ai lu ce livre qui est un vrai pamphlet très violent contre la morale bourgeoise, et ça m'a fait un peu jubiler pour des raisons peut-être aussi un peu personnelles, et j'étais ravi en tout cas de le citer et d'en citer de bons extraits qui en plus s'intégraient, ça fait partie de la conscience, enfin une espèce de synchronicité parfois qu'on peut trouver quand on écrit et quand on lit, et c'est toujours un plaisir de voir comment une étincelle s'allume de la rencontre de deux électrodes tout à fait différentes, la plume d'un côté et puis la lecture de l'autre. Et ça fait partie de ces rencontres, de ces hasards, et puis peut-être que l'aspect collage, ajustement peut-être de contenus différents, de différentes époques, de différentes œuvres, donne du sens et en tout cas peut-être source de plaisir et peut-être d'instruction, très classique finalement tout ça, pour le lecteur. Et vous nous faites redécouvrir quelques aspects d'Emmanuel Berle. Il est étonnant de voir quelques années plus tard ce proche de Marcel Proust et d'André Breton devenir le nègre de Pétain. Oui. C'est dingue, c'est vrai. Et c'est vrai, Emmanuel Berle a écrit les discours de Pétain. Je crois même d'ailleurs que la chanson Maréchal nous voilà a été écrite par Emmanuel Berle était juif, il faut le rappeler, et par Ray Ventura qui également était juif, qui l'interprète. C'est intéressant et surprenant de le rappeler, et c'est une vérité. Et il affirme... Il y a une ironie évidemment terrible là-dedans. Vous le citez également, la bourgeoisie mourra protestante, elle est née avec le protestantisme, il disparaîtra avec elle, boum. Oui, alors là, ça m'a intéressé aussi cette mise en accusation de la pensée protestante et libérale. Enfin, libérale, c'est des échos qui vont penser un peu à ce que peut dire Xavier de Maistre, dans les soirées de Saint-Pétersbourg. Il y a une mise en accusation par le catholicisme ultra justement du protestantisme et de cette pensée qui pour eux qui est pour lui en tout cas une pensée décadente. Donc ça m'a amusé de trouver un écho de cette réflexion chez Malberg dans un pamphlet anti-bourgeois, plutôt rouge et de gauche. Donc il y a une convergence tout à fait intéressante qui est assez jubilatoire, et je suis très content d'avoir pu en tout cas c'était en tout cas je reformule sa pensée, j'invente rien. La formule est un peu fracassante, mais c'est bien ce que dit Emmanuel Berle. Ça nous fait, une fois de plus, réfléchir. Parcourons quelques pages. On retrouve Gonzo, le personnage, au contact de jeunes. Gonzo regarda le groupe de jeunes attablés non loin de lui. C'étaient des étudiants, en BTS, dont les préoccupations étaient plutôt stupides et qui commentaient des vidéos TikTok. Gonzo fut saisi de pitié pour cette jeunesse désœuvrée, cette jeunesse sans berger. Et là, on n'y voit pas un trait spirituel. Oui, alors là, il y a une référence. À la fois extrêmement lucide sur la contemporanéité, oui. et puis religieux. Oui, il y a une référence, une petite parodie évangélique ici. Oui, c'est d'ailleurs assez. Même en entendant les réflexions de Gonzo, je m'étonne de le trouver un peu, dans ce registre-là. En train de déplorer le sort de la jeunesse sans berger, c'est peut-être un peu, c'est émouvant, mais peut-être qu'il y a un écho à la situation contemporaine. Mais bon, là encore, il y a, je pense, un peu d'ironie, et c'est peut-être qu'on se moque aussi un peu de peut-être du souci pastoral, d'une inquiétude par rapport à la jeunesse aussi un peu dans ce passage. Je sais pas trop ce que fait Gonzo exactement. Je crois me souvenir un tout petit peu de l'intention de l'auteur, quoique, moi-même, je sais pas trop quel statut accorder. Est-ce que vos personnages vous échappent parfois ? Alors, les personnages sont un petit peu Tout à l'heure, je disais que le passage à la troisième personne avait permis justement de trouver une liberté d'écrire et de rencontrer peut-être, j'espère,
un public. Les personnages, comme leur nom l'indique, ça veut dire masque, un peu persona, sont un peu des calques ou des masques. Alors j'essaie quand même de leur donner de la consistance. C'est pas facile de donner de la consistance et une vraie indépendance aux personnages. C'est un travail peut-être qui s'améliore un peu au fil des romans que j'écris, d'essayer de construire, de laisser un petit peu les personnages fonctionner tout seuls et qui trouvent un peu leur propre voix sans être forcément les marionnettes ou simplement des reflets ou des éclats de la pensée ou de considérations que l'auteur peut penser ou des choses lues par-ci par-là. Donc j'essaie de travailler sur le personnage, mais c'est vrai que je crois qu'en étant modeste, j'ai pas encore tout à fait véritablement donné l'épaisseur à tous les personnages qu'ils méritaient. J'espère y arriver un peu plus tard. Il y en a une pour laquelle le travail est déjà bien entamé, il me semble. Ouais. C'est l'habitante de cette fameuse maison de bois sur les pentes de Pinfeld. Oui, voilà. Maison de Blanche-Neige, je Oui. trouvais ce nom-là. Elle m'a fait penser, mais vous me contredirez peut-être, à une personne que vous citez à la fin, plutôt vers la fin de l'ouvrage, on va dire cela comme ça, Annick de Souzenel. Alors, visiblement... Elle l'a dans sa bibliothèque, oui, en effet. Oui, j'avais lu des extraits de son livre sur le symbolisme du corps humain, Oui. et puis un livre assez pamphlétaire, je crois qu'elle revient un peu du catholicisme et elle s'est convertie à l'orthodoxie. Donc elle était très très critique justement par rapport à la tradition augustinienne, un peu pessimiste et sombre du catholicisme romain. Voilà, là aussi c'est une autrice que je trouve intéressante, un auteur spirituel un peu difficile et aussi qui s'est beaucoup intéressé à l'hébreu, au symbolisme hébraïque, qui a essayé, alors au risque peut-être d'une gnose ou d'une approche un peu ésotérique. C'est un peu un danger qui guette un peu la pensée de beaucoup d'auteurs, en tout cas, qui fait des propositions d'interprétation très intéressantes des textes bibliques. Alors je m'amuse à mettre ça dans la bibliothèque de mon personnage, Gaël. Alors pourquoi pas, alors elle a lu beaucoup de choses, mais pourquoi pas Annick de Souzenel, mais sa bibliothèque étant un peu contestable, c'est pas un hasard si je crois que ça cohabite avec Mona Chollet, les auteurs féministes à la mode. Ça m'amusait en tout cas d'associer des auteurs d'horizons très différents, mais j'aime bien faire ça. Alors j'aimerais aborder peut-être de façon plus moyenne quelques points de la fin de votre ouvrage. Vous nous faites replonger dans la cagoule. Ouais. Bon. Et puis, il y a des passages parfois assez sombres, en tout cas je les ai pris et je les ai considérés comme ça. Vous faites sortir Gonzo dans la rue, il se rend au marché Saint-Martin, et vous écrivez « Un arabe écoulait le reste de ce qui devait probablement être la bibliothèque d'un professeur de lettres récemment décédé. » On pouvait voir les couvertures d'anciens classiques Hachette, Fête, Bérénice, Britannicus. On y voyait aussi des manuels Fanet, la série complète des Henri Mitterrand, des pièces de Giraudoux, des romans de Sartre, une collection de micro-sillons de vieux Deutsche Grammophon des années 50. Je me suis demandé, c'est une vision sur l'avenir de ce qui pourrait arriver à votre bibliothèque ? Je me suis posé la question. En effet, il y a quelque chose qui ça témoigne peut-être d'une inquiétude de ma bibliothèque, mais de toute bibliothèque. C'est-à-dire en fait le devenir moi, ça m'a frappé sur le marché justement de Brest. J'ai vu que qu'on revendait des livres et je voyais bien que c'était des livres qui appartenaient à une seule personne parce qu'il y avait une cohérence. Enfin, il y avait des micro-sillons, une vraie collection. Et de voir ainsi qu'on pouvait brader une bibliothèque, je pense que ça a créé en moi une sorte d'angoisse, d'inquiétude, et que j'ai voulu traduire ici. Oui, parce que les bibliothèques disparaîtront même si on peut, je suis pas spécialement bibliophile, mais il y a de toute façon un attachement, et puis les livres reflètent ce que nous sommes, et de même qu'on meurt, les bibliothèques sont bradées, alors parfois elles sont conservées, encore elles sont souvent un peu dispersées à tout vent, et tout ça disparaîtra, donc il y a une leçon à prendre, un peu sans doute triste et mais aussi un peu mélancolique dans cette réalité-là, mais il faut aussi l'affronter. Une leçon d'humilité, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Pas plus tard qu'hier, j'aidais un prêtre à faire son déménagement, il l'emménageait, il fallait vider une bibliothèque du prédécesseur, qui était décédé depuis longtemps. Beaucoup de livres sont partis à la déchetterie, à l'incinération. Oui. Et il me fait cette réflexion en les jetant. Oui, Ça me fait penser à mes propres livres qui connaîtront peut-être le même sort plus tard.
Oui, oui, il y a sans doute quelque chose d'un peu triste, mais on peut convertir ça aussi peut-être voilà, en leçon d'humilité. Oui, les bibliothèques, mais une bibliothèque bradée sur un marché, c'est peut-être quelque chose voilà, d'un peu Poignant. douloureux, poignant. Voilà. Et pour finir, vous écrivez ceci par rapport au libéralisme. Non, les États libéraux ne vous prennent pas au sérieux. Ils vous infantilisent, et c'est par leur arrogance qu'ils vous maltraitent, tant que vous n'avez pas envahi les rues. Oui, alors quiconque verra quelconque allusion à la situation politique plus ou moins récente ou actuelle, sans doute se trompe. Je pense que là, ça n'a vraiment rien à voir. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Pumoyen.